Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Economics. Nous sommes le dimanche 20 octobre, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine, mais aussi que vous profitez à fond de votre week-end. En tout cas, nous on est partis comme chaque dimanche pour décortiquer l'actualité économique mondiale. Avant tout, notez que ce podcast est soutenu par Quorum l'épargne. Cette entreprise indépendante comprend l'importance cruciale pour chaque investisseur de bien saisir les enjeux de ses choix financiers. Et pour cela, il est essentiel d'être bien accompagné et de trouver un placement adapté à son projet et à ses besoins. Et depuis 2011, Quorum l'épargne a aidé 120 000 nouveaux épargnants à investir 7 milliards d'euros dans des produits d'épargne compréhensibles et performants, tout en étant connectés à l'économie réelle. Je précise que ces placements comportent des risques spécifiques, notamment celui de la perte en capital. Je suis très heureux car nous partageons une mission commune, déjargonner et vulgariser les principes de l'économie pour rendre l'épargne accessible à tous. Ce podcast parraine ceux qui décident de rejoindre Quorum l'épargne. Si vous êtes intéressé par leur offre et que vous répondez aux conditions du parrainage, utilisez le code COSMOS, COSMOS, pour bénéficier d'une récompense de bienvenue. Allez, maintenant pour la première actualité, on s'intéresse aux Français qui envisagent de s'expatrier. En fait, 34% des Français âgés entre 18 et 40 ans envisagent de s'expatrier en 2024 et même 37% des jeunes parents pensent à une expatriation dans les 2 ans à venir selon une étude Ipsos. Alors sur le podium des raisons pour s'expatrier, on retrouve d'abord la recherche d'une meilleure qualité de vie pour 46% des répondants, la découverte d'une nouvelle culture pour 32%, et une meilleure rémunération pour 27% d'entre eux. Plus globalement, se cache aussi derrière ces raisons un sentiment que l'herbe est plus verte ailleurs, puisque 22% admettent rechercher plus de liberté qu'en France, notamment sur le volet fiscal, c'est-à-dire sur les impôts et l'administration, 21% recherchent de nouvelles opportunités professionnelles, et même 20% avouent fuir un certain sentiment d'insécurité en France. Et parmi les principales barrières qui font douter ces Français à s'expatrier, on retrouve principalement la peur que leurs proches leur manque trop pour 36% des répondants, la barrière de la langue pour 32%, ou encore l'administration à l'étranger et les besoins financiers pour 25%. Le Canada est le premier pays cité lorsqu'on demande aux Français où ils aimeraient s'expatrier, avec 51% des répondants qui ont répondu le Canada. Son voisin les États-Unis suit de près avec 35%, et l'Australie est le choix de 23% des répondants. Dans les statistiques, au 1er janvier 2024, la Suisse, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Belgique et le Canada sont les 5 pays au plus grand nombre de Français inscrits au registre consulaire. Enfin, seulement 19% des répondants voient les expatriés comme des gens favorisés économiquement et socialement, et 10% comme des gens éloignés de la réalité de la France. Pour la deuxième actualité, on part du côté des marchés financiers, où l'or a enregistré un nouveau record historique à 2700$. Alors en fait, l'once d'or, qui représente 31,10 grammes du métal précieux, s'est échangé cette semaine autour des 2720$, un niveau qui n'avait jamais été atteint. L'once d'or se paye même le luxe de progresser de plus de 33% depuis le début de l'année. Alors l'or bénéficie d'un double avantage dans le contexte économique actuel. D'abord, une escalade des tensions géopolitiques, que ce soit sur le front ukrainien, au Moyen-Orient, mais aussi autour de l'île de Taïwan, ce qui joue en faveur du rôle de valeur refuge et de protection contre les incertitudes de l'or, un rôle qui est donc complètement en phase avec l'ambiance anxiogène actuelle. D'un autre côté, le métal précieux est aussi porté par une baisse des taux d'intérêt, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, et l'or, qui ne rapporte aucun rendement, est très sensible aux taux d'intérêt. En fait, lorsque les taux d'intérêt sont élevés, les obligations et autres investissements basés sur les taux d'intérêt offrent des rendements attractifs, mais lorsque les taux d'intérêt baissent, comme c'est le cas actuellement, ces rendements deviennent naturellement moins attractifs et les investisseurs recherchent d'autres options, comme l'or par exemple. Pour la troisième actualité, on revient en France où la flat tax pourrait bien passer de 30% à 33% à partir de 2025. En fait, ce mercredi, la commission des finances de l'Assemblée nationale, présidée par l'insoumis Éric Coquerel, a adopté une série d'amendements visant à muscler les recettes fiscales de l'État. Et parmi eux, l'augmentation de 3 points du prélèvement forfaitaire unique, plus connu sous le nom de flat tax. Et pour rappel, cette taxe qui a été créée en 2018 a pour but d'alléger et surtout de simplifier la fiscalité de l'épargne. En fait, c'est un impôt à taux unique qui s'applique aux revenus du capital, comme les intérêts, les dividendes et les plus-values sur les placements financiers, comme par exemple les assurances-vie, les livrets bancaires, le PEL, etc. Et ces revenus sont donc actuellement soumis à un taux global de 30%, qui se compose de 12,8% d'impôts forfaitaires et de 17,2% de prélèvements sociaux. Et donc avec ce nouveau taux voté à 33%, l'amendement prévoit de porter de 12,8% à 15,8% la part des revenus du capital soumis à l'impôt sur le revenu. Et donc,
Ajouté aux 17,2% de prélèvements sociaux, on obtient bien une flat tax au taux global de 33%. Et dans les motifs de l'amendement, on peut lire, je cite, « Les recettes fiscales supplémentaires attendues de cette évolution sont de l'ordre de 800 millions d'euros annuels. » Alors attention, le vote d'une hausse de la flat tax n'est pour l'instant pas définitif. Bien que cette hausse soit validée par la Commission des finances de l'Assemblée nationale, l'amendement doit encore être débattu et voté en séance plénière par l'ensemble des députés de l'Assemblée nationale. Et même après un vote favorable de l'Assemblée, le texte peut être modifié ou rejeté par le Sénat ou en seconde lecture à l'Assemblée. Nous verrons donc ce qu'il en est en fin de parcours législatif, je vous tiendrai au courant. Pour la 4e actualité, on s'intéresse aux BRICS qui ont lancé un nouveau système de paiement appelé BRICS Pay. Alors en fait, les pays des BRICS vont se réunir pour leur sommet annuel à Kazan en Russie du 22 au 24 octobre et en amont de cette réunion, lors du forum des affaires BRICS qui s'est tenu à Moscou du 17 au 18 octobre, un nouveau système de paiement appelé BRICS Pay, a été dévoilé et est décrit sur le site officiel comme, je cite, « une pierre angulaire des paiements pour les nations souveraines et prospères ». Alors pour rappel, les BRICS est une coalition économique qui réunit le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, et en 2024, 5 nouveaux membres ont rejoint l'organisation, à savoir l'Égypte, les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, l'Éthiopie et l'Iran. Et concernant BRICS Pay, les experts chinois ont déclaré que cette initiative offrirait aux pays membres des BRICS des options de paiement élargies pour le règlement des biens et services, tout en renforçant davantage leurs relations économiques. Mais en toile de fond, cette initiative vise surtout à sortir de la dépendance des infrastructures financières occidentales pour réaliser des transactions, mais aussi pour réduire leur dépendance au dollar américain dans les échanges commerciaux. En fait, en tant que monnaie de réserve mondiale, la plupart des matières premières sont libellées en dollars et plus de la moitié du commerce mondial s'effectue en utilisant le billet vert. Et les pays des BRICS s'inquiètent globalement de la manière dont Washington utilise le dollar comme arme pour préserver sa domination économique et géopolitique mondiale. Alors pour l'instant, les détails exacts et le contour de ce nouveau système de paiement BRICS Pay restent flous, mais la volonté de ces pays semble bien claire, créer un système alternatif de paiement. Allez, maintenant pour la dernière actualité, on revient en France, où les défaillances d'entreprises ont explosé de 24% depuis 2019. Et en 2024, les chiffres sont sans appel, près de 64 500 entreprises ont mis la clé sous la porte en France, un triste record de ces 15 dernières années, selon la dernière étude de BPCE l'Observatoire. Au total, ce ne sont pas moins de 250 000 emplois qui sont menacés par ces défaillances d'entreprises. Alors en fait, avec la fin du quoi qu'il en coûte et les mesures de relance post-Covid combinées à une conjoncture économique tendue, les petites et moyennes entreprises surtout peinent à maintenir leur activité. Dans les chiffres, les entités de plus de 10 salariés, donc surtout les PME, sont les premières victimes de cette tendance, avec un taux de défaillance qui atteint 57% de plus qu'en 2019, suivi par les petites entreprises de moins de 10 salariés, avec un taux de 32%, et enfin, un taux de 19% de défaillance pour les micro-entreprises. Alors plus globalement, les petites entreprises sont déjà souvent fragilisées par des marges serrées, et elles ont été confrontées ces derniers mois à des coûts de financement élevés, notamment à cause de la hausse des taux d'intérêt, et donc au bout du compte, leur perspective de trésorerie se détériore, et elles peinent de plus en plus à rembourser les prêts garantis par l'État, les fameux prêts PGE qui ont été contractés pendant la crise sanitaire, ce qui pousse donc un bon nombre d'entre elles à mettre la clé sous la porte. Les deux secteurs les plus touchés sont l'immobilier, avec des faillites d'entreprises en hausse de 20% sur un an, notamment à cause de l'explosion des taux, qui pèsent lourdement sur les projets de construction et les transactions immobilières. Et pour les entreprises du transport, l'impact est tout aussi sévère, avec une augmentation de 25% des défaillances, notamment en raison de la flambée des prix de l'énergie et des nouvelles régulations environnementales. Merci énormément d'avoir écouté ce podcast. Si vous pouviez mettre une note sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, ça m'aide énormément à être mieux référencé. Merci beaucoup et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et notez que ce podcast est soutenu par Quorum l'épargne.